Bonjour à tous, merci à Jean-Pierre et à son équipe de la réussite de ce congrès, toujours aussi agréable, toujours aussi festif et où il est toujours aussi difficile de modérer ses consommations. Merci à Amine d'avoir monté ce symposium et de me proposer de parler de l'âge de raison pour le baclofène, sachant que lors du précédent THS, j'avais cru comprendre qu'on était encore beaucoup dans la passion. Alors mon grand âge m'autorise maintenant à essayer de voir les raisons pour être raisonnable. J'espère que ça ne m'empêchera pas d'être passionné. Alors on va voir si cette machine veut bien marcher. Oui, les conflits d'intérêts également avec la plupart des laboratoires qui travaillent dans le domaine des addictions à l'alcool et aux opiacés. Alors, si on reprend les causes de la passion, et je crois que le plaisir et l'intérêt de travailler dans le domaine des addictions, c'est que ça soulève des passions, que nos patients ont... comme vous le savez, un dérèglement qui font qu'ils sont plus pris par leur passion et leurs besoins que par la raison, et nous fonctionnons un peu de la même manière, et nous avons dans ces domaines qui touchent au plaisir, à l'interdit, à la morale, les uns et les autres, des positions passionnelles, et la société nous le rend bien, et on le voit autour de la réflexion sur le cannabis, sur les salles de consommation à moindre risque, et sur l'alcool, et nous avons des débats qui nous permettent de nous écharper violemment en ayant souvent du mal à voir ce qu'il y a dessous comme données raisonnables. Alors l'histoire du baclofène dans l'alcool, elle commence avec Olivier Amezen. Olivier Amezen a publié son article dans Alcool et alcoolisme, histoire d'un cas, le sien, en 2005. Il était venu me voir avec Michel de Tilleux. Il avait vu comme ça un certain nombre de patrons capables de monter des projets de recherche. Il était venu nous voir et il nous avait convaincus, et on avait présenté en 2007 au PHRC un projet sur le baclofène dans le maintien de l'abstinence. Simplement, à cette époque, nous avions proposé 90 mg, puisque c'était 3 fois la dose autorisée par l'AMM dans les spasticités. Nous nous sommes fait retoquer en 2007, en 2008, par le PHRC, qui ne s'intéressait manifestement pas aux questions d'alcool, et on nous disait, mais vous avez qu'à voir l'industriel, et l'industriel promouvra la recherche. Vous, les uns et les autres qui s'intéressent à la question, savent que Novartis et Sanofi n'ont pas voulu et ne veulent pas financer une recherche dans l'alcool qui n'est pas dans leur ligne de développement. Et donc, on n'a rien obtenu, et on s'est fait avec soit de la méthodologie, mais qui était de mauvaise foi, puisque le même PHRC a été accepté en 2009. Mais ce qui a changé les choses a été la passion qu'a mis Olivier Amezen à défendre le baclofène et à convaincre, et notamment à convaincre les malades qui se sont regroupés et qui ont demandé, avec une passion identique à la sienne, à ce que le baclofène puisse être mis à disposition. Et donc c'est le débat de ces 3-4 dernières années, soutenu par des médecins extrêmement militants, et les plus anciens d'entre nous savent que ça ressemble à ce qui s'est passé autour du Temgesic et de la mise à disposition des traitements de substitution en France. Et donc c'est ce mouvement social qui a fait que les choses se sont débloquées petit à petit. Alors nous avons obtenu notre PHRC en 2009 avec un financement dérisoire qui ne permettait même pas de fabriquer les médicaments. Michel de Tilleux a essayé auprès des laboratoires Novartis et Sanofi, n'a pas obtenu de financement, et nous n'avons pu lancer ce PHRC que lorsqu'il a été repris, je vous en dirai un mot, par un laboratoire français qui est Etipharm. Parallèlement, il y avait en France, et ça étonne beaucoup nos amis étrangers, une très forte mobilisation avec des forums, des blogs, des actions, des pétitions qui ont obligé les pouvoirs publics à s'interroger et à évoluer petit à petit. Donc, quelques mots sur le baclofène, mais que je pense vous connaissez. C'est un analogue du GABA, agoniste du GABA B,
Il était connu pour ses propriétés antispastiques et antidouleurs, et avec un effet anxiolytique. Et l'AMM, ce vieux médicament, était essentiellement dans les contractures de la sclérose en plaques, mais aussi dans les contractures neurologiques, puisqu'il agit sur les récepteurs GABA au niveau de la moelle épinière. Et puis on a vu aussi des contractures d'origine cérébrale. Ce que l'on sait maintenant, c'est que l'action sur le GABA-B, comme tout à l'heure ce que disait Charles O'Brien sur les récepteurs endorphiniques, le GABA-B module la libération de dopamine, et il module la libération de dopamine dans le nucleus accumbens et l'aire tegmentale ventrale, qui sont les points de départ des circuits de la motivation. Ils permettent d'abaisser le tonus et donc de limiter les sécrétions de dopamine. Et ils atténuent on pourrait montrer également des travaux chez l'animal. Ils atténuent les réponses conditionnées pour l'alcool, pour la cocaïne, pour la nicotine, pour la morphine, pour l'héroïne, ce qui a amené d'ailleurs, dans un élan un certain nombre, à dire que le baclofène pourrait être le traitement général de toutes les addictions. Je pense que c'est un saut conceptuel qu'il faut ne pas prendre de cette manière-là tant qu'on n'a pas de données plus solides. Les données précédentes reposent chez l'animal. Alors, la question des effets du baclofène. Il y a un effet anti-craving qui est lié à la diminution des sécrétions dopaminergiques vraisemblablement, mais ce que disait Olivier Amezen et ce que disent les patients qui en prennent, c'est la question de l'indifférence aux effets de l'alcool, c'est-à-dire on peut boire sans être emporté par le besoin de boire et sans être dépendant des cues, c'est-à-dire du contexte qui pousse à consommer. Et la question que on n'a pas d'outils pharmacologiques ni d'outils métrologiques pour évaluer cette indifférence. Par contre, on a des outils pour évaluer le craving. Et donc la question, c'est est-ce que ce que les patients appellent l'indifférence est un effet anti-craving? Je pense que pour l'heure actuelle, on n'a pas la réponse. Si on reprend ce que dit la science, le baclofène est, on peut le penser, vu ses propriétés sur le GABA, efficace dans le syndrome de sevrage. On n'a pas d'études solides montrant cette efficacité. Je pense qu'il faudra le faire parce qu'il serait intéressant d'avoir le même médicament à l'initiation du traitement et pour le maintien sur le long cours, mais pour le moment, donc, il n'y a qu'une seule étude qui se fait dans le sevrage. Et je pense qu'il n'y a que quelques études préliminaires, dont notamment celle d'Addolorato. Donc il y a un travail à faire sûrement lorsqu'on aura les possibilités. Sur les études en double aveugle pour l'abstinence, il n'y a que 3 études à l'heure actuelle. Une 4e est en cours par Addolorato. Elles sont à des doses faibles, 30 mg. L'une d'entre elles est faite chez des sujets ayant une cirrhose. Les résultats d'Addolorato, donc c'est toujours la même équipe, sont extrêmement positifs, même à ces doses faibles, puisqu'il y a 70% d'abstinence versus 21% sous placebo. Dans celle du Lancet, chez les patients ayant une cirrhose, il y a 71% versus 29% sous placebo. Par contre, un Américain, Garbut, qui est particulièrement reconnu dans les essais sur l'alcool, n'a pas trouvé de différence. Et puis il y a une 4e étude en ce moment d'Addolorato à 30 et 90 mg, et les premiers résultats continuent à prouver des résultats positifs, mais à de faibles doses. Je vous rappelle que les patients et Amezen demandent à ce que l'on puisse avoir des doses croissantes jusqu'à ce que l'effet d'indifférence à l'alcool soit obtenu. Donc il y a un certain nombre d'études non randomisées. Il y a 4 cas cliniques. Celui d'Amezen doit être le 2e, et c'est celui qui a été le plus porté. Il a été porté très clairement par la personnalité d'Olivier Amezen. Et puis il y a 3 cohortes empiriques à la suite de ce qu'avait popularisé Olivier Amezen, qui sont celles de Pascal Gache en Suisse, celle de Rigal qui travaille avec Jory, et celle de De Borpère qui reprend une partie des patients
qu'ils ont partagé avec Philippe Jory, avec des résultats, alors qui ne sont pas ce que la presse a tenté de dire avec la molécule miracle qui traite l'alcoolisme. Je vous rappelle que la presse, elle adore et puis elle brûle, et qu'il a suffi que la NSM mette en évidence, enfin montre qu'il y avait un certain nombre d'effets secondaires pour que nous soyons immédiatement inondés de demandes de la presse venant nous dire qu'on était face à un nouveau médiator et qu'il allait y avoir des tas d'effets secondaires. Donc il faut essayer de raison garder dans cette situation. Quand on reprend avec un œil méthodologique les travaux de Pascal Gache, de Rigal ou de Renaud de Beaurepaire, on a entre 50 et 60% des patients qui sont abstinents ou qui ont cessé de consommer. Et donc je pense qu'avec des essais, avec derrière forcément, puisque c'est des cohortes ouvertes, une forte motivation du patient et du traitement, on devrait avoir des résultats un peu en dessous avec des essais en double aveugle. Alors les essais en double aveugle, il y en a 2 en France qui sont nécessaires pour obtenir l'AMM. Il y en a un donc, que je pilote, qui est l'étude Alpadir, qui est soutenu par le laboratoire Etipharm et qui est un essai donc multicentrique, randomisé en double aveugle, évaluant l'efficacité du baclofène sur le maintien de l'abstinence. Ça ne sera pas le cas du protocole de Philippe Jory, on va y revenir après. Donc l'efficacité du baclofène sur le maintien de l'abstinence, je vous rappelle les 2 indications possibles dans le traitement de l'alcool, soit l'abstinence, soit la réduction de consommation, avec une posologie cible de 180 mg. Alors on peut reprendre à l'infini le choix de cette posologie cible. Merci, un peu d'eau, ça ne peut pas faire de mal. Merci. On peut discuter de cette posologie cible. Un certain nombre de gens nous ont dit qu'elle était trop basse. On s'est basé sur les cohortes ouvertes pour avoir 75% de patients qui avaient un bon résultat à ces doses-là. On sait que les effets secondaires augmentent avec les doses et commencent à apparaître à 100, 120. Et donc à ces doses-là, on a déjà de fortes chances d'avoir des effets secondaires non négligeables. Donc c'est pour ça qu'on s'est limité à ça. Ça ne sera pas le cas dans le protocole de Philippe Jory dont je vous parlerai après. Si vous regardez là l'étude, elle a commencé le 31 décembre 2012, premier patient inclus avant le réveillon, et puis elle s'étale comme prévu sur un an. Les inclusions se font sans aucun problème, il y a 45 centres qui fonctionnent, et on terminera en décembre 2013. On a un suivi de 6 mois, donc en juin 2014 on terminera l'étude, et les premiers résultats arriveront dans le dernier trimestre 2014. Il y a 320 patients. Donc les objectifs, c'est l'abstinence complète pendant 20 semaines de traitement. Le premier mois est un mois de montée de la posologie et autorise des consommations épisodiques, avec comme critère le pourcentage de patients ayant maintenu une abstinence pendant les 20 semaines de traitement. Ça, c'est le critère principal sur lequel se fera l'évaluation de l'efficacité. Puis il y a des objectifs secondaires. Les caractéristiques des patients n'ayant pas maintenu une abstinence complète. Alors je vous rappelle, vous verrez tout à l'heure que nos 2 protocoles avec Philippe Jory sont très complémentaires. C'est-à-dire que nous, on a l'abstinence, mais on étudiera les patients qui ont vraisemblablement diminué leur consommation. Et Philippe Jory a la diminution de consommation, mais il étudiera évidemment les patients ayant une abstinence. On évalue le craving, on évalue les paramètres biologiques, notamment la gamma-GT-CDT, et surtout, on évalue les effets secondaires et la tolérance, parce que c'est la question qui reste encore non résolue ou non clarifiée, qui est la tolérance du baclofène. On en dira peut-être quelques mots à la fin de l'édition. Vous avez une montée progressive des consommations pendant les premières semaines, une phase de posologie constante. Alors on arrête, on a comme posologie cible 180 mg, mais s'il y a des effets secondaires, on s'arrête au niveau où l'effet secondaire est apparu et on redescend d'un palier et on réessaye 2 fois, donc avec une façon lentement progressive pour essayer de dépasser les effets secondaires. Si les effets secondaires persistent, on se stabilise au niveau de l'effet secondaire.
Et après, il y a une phase de décroissance progressive. À la fin de l'essai, on peut revoir avec les patients le traitement et les mettre sous baclofène, évidemment avec à nouveau une montée progressive s'ils le souhaitent. Sur 6 mois donc. L'étude Bacloville qui est menée par Philippe Jory, qui a obtenu un PHRC, donc les pouvoirs publics ont bougé puisqu'ils nous l'ont donné en 2009 sans financement ou peu, et en 2010 ils l'ont donné avec financement pour Philippe Jory, qui néanmoins a eu nécessité de trouver un financement complémentaire avec un mécène. C'est un protocole qui est porté par la PHP et qui est en milieu ambulatoire, donc fait en ville, tandis que la nôtre est faite dans des centres spécialisés qui visent la diminution de consommation alors que la nôtre vise l'abstinence. C'est donc 2 protocoles complémentaires, commencés en mai 2012, fin des inclusions juin 2013, 1 an de suivi, donc la fin de l'étude est en juin 2014. Les résultats sortiront donc vraisemblablement en même temps dans le dernier trimestre 2014, aussi bien sur le maintien de l'abstinence que sur la réduction de consommation. Philippe Jory a repris ce qu'apportait le baclofène. Alors, l'idée de la réduction de consommation, elle n'est pas liée qu'au baclofène. Je vous rappelle que le nalméphène avait déjà introduit parallèlement cette idée, c'est que Henri-Jean Aubin vous l'a présenté, mais quand on y reprend la littérature, on voit qu'un certain nombre d'alcoologues, notamment les Sobel, défendaient ça depuis de très nombreuses années. Et donc, le changement est un changement historique. Il n'est pas, même si on peut penser qu'il est porté parce que c'est plus médiatique par un produit et un acteur. Quand on regarde l'histoire, c'est beaucoup plus large que ça. D'ailleurs, quand Olivier Amezen était venu nous voir en 2006, il n'avait pas parlé de diminution de consommation et d'indifférence parce que c'était inentendable. Et c'est lorsque ça a pu être entendable qu'au moment de son livre, il a parlé de l'intérêt dans la diminution de consommation. Donc l'abstinence totale n'est plus le dogme. On peut soigner également plus tôt, c'est-à-dire des patients non dépendants, et ça sera sûrement ça le changement majeur de l'alcoolologie dans le monde dans les années qui viennent, c'est soigner plus tôt et soigner sans l'objectif de l'abstinence. Et puis cette réflexion qui méritera d'être approfondie sur l'indifférence à l'alcool. L'objectif est là de montrer l'efficacité à 1 an du baclofène sur un retour à une consommation à faible niveau de risque ou nul, donc l'abstinence, selon les taux de l'OMS, avec comme critère principal la consommation d'alcool au bout d'1 an selon les normes OMS avec une consommation nulle ou faible. Donc, objectif, diminution de consommation et retour à une consommation sans risque. Et puis des objectifs secondaires qui est de réfléchir sur les posologies efficaces, sur la tolérance, caractériser les patients alcooliques. Alors si nous avions les moyens en alcoolologie comme il y en a en cancérologie, nous devrions avoir une médecine personnalisée avec un travail sur les gènes, avec un travail sur les paramètres biologiques sous-jacents. On en est hélas un peu loin. Décrire l'évolution des patients sous traitement, la qualité de vie et la biologie. Nos protocoles ont été construits parallèlement de façon à pouvoir comparer et avoir les mêmes données pour nos patients. 59 médecins, 160 patients, 320 patients, donc les inclusions qui viennent de se terminer, on retrouve les 2 tiers, les 3/4 d'hommes et un quart de femmes, l'âge moyen classique, voilà. Et puis des addictions associées. Alors, donc, nous ne pouvons pas dire, puisque nous sommes encore en période d'essai, donc comme Chuck O'Brien, on attend et on espère et on croise les doigts en se disant « j'espère que nos résultats seront positifs ». Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que la NSM a colligé avec l'aide des données de la CNAM ce qu'il en est des effets secondaires liés aux consommations. Et avec ce mode de recueil qui sous-évalue considérablement, parce que les déclarations sont très peu faites, et par les médecins et les patients ne souhaitent pas forcément que ce soit mis en valeur pour pouvoir garder la possibilité de prendre le produit. Il y a donc un certain nombre d'effets secondaires qui ont été mis en évidence, et des effets notamment neurologiques avec
des crises convulsives, des troubles psychiatriques avec un doute sur le risque suicidaire et sur le déclenchement d'états maniaques ou dépressifs, des paresthésies, parfois assez invalidantes, et puis des troubles gastro-intestinaux. C'est essentiellement les troubles sensitifs et sensoriels, les crises convulsives, des états confusionnels, des surdosages, en particulier quand c'est associé évidemment à l'alcool, à des opiacés ou à des sédatifs. Troubles mnésiques et abaissement du seuil épileptogène. Les autres signaux ne sont pas confirmés. En particulier, et ça méritera aussi d'être approfondi parce que l'expérience clinique interroge sur le syndrome amotivationnel, c'est-à-dire est-ce que nos patients sous des doses importantes sont toujours aussi motivés pour la pratique de leur vie quotidienne. Alors il y a à la fois tout le bénéfice de l'arrêt d'alcool, mais aussi parfois des gens qui disent « mais j'ai plus envie », sans que ce soit vraiment un syndrome dépressif. Alors, où on en est? Donc, la CNAM a mené une étude pour voir quelles étaient les augmentations de consommation de baclofène en France, c'est donc un phénomène très français. Il y a 90 000 patients sous baclofène, il y en a 40 000 pour une sclérose en plaques et depuis 10 ans, ce chiffre ne bouge pas. Par contre, il y a une augmentation progressive qui fait qu'on considère qu'il y a maintenant 50 000 patients sous baclofène. Avec 22 000 initiations en 2012, donc ça augmente, et ça a sûrement augmenté encore en 2013. Ma phrase, la RTU en cours d'instruction, le diapo a été faite avant que je sois au Congrès. La RTU vient d'être officialisée par la NSM, elle est en cours de mise en place parce que l'accord est donné, mais derrière il y a toute une méthodologie avec les laboratoires, ceux qui n'avaient pas souhaité faire les essais cliniques, et avec les médecins pour que la RTU, qui est une procédure de suivi rigoureuse, c'est-à-dire avec là une obligation de déclaration des effets secondaires, puisse être réellement mise en place. Donc je pense qu'elle sera en pratique d'ici la fin de l'année. Donc vous avez vu que la position de la NSM, comme celle des sociétés savantes, a évolué petit à petit, et maintenant il n'y a plus de risque à prescrire du baclofène, même en attendant la RTU et son suivi plus rigoureux. Et la demande d'AMM sera faite lorsque nous aurons les résultats des 2 études randomisées en double aveugle, et donc vraisemblablement début 2015. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Michel Reynaud. Nous avons la possibilité de prendre 1 ou 2 questions. Qui a un micro? Voilà. Des questions courtes et on reviendra par la suite. Patrick? Patrick Delacelle, je représente le RESAB, Réseau Addiction Baclofène. Et quelques mots. Notre objectif, c'est quand même la santé publique. Et si on réussit l'opération baclofène, si l'AMM a lieu, si les patients sont traités, on va avoir des changements profonds dans notre société. Réduction des accidents de la route, réduction des violences faites aux femmes, transformation complète dans les hôpitaux. Et donc, ce qui est important, c'est de se mobiliser tous ensemble par rapport à ça. Et les patients, c'est ça ce qui est important dans cette histoire, les patients ont poussé les médecins à traiter, les médecins ont poussé les administrations à reconnaître. Comme ça ne marchait pas, on a poussé les académiciens à s'y mettre dans ce célèbre colloque du 3 juin où le directeur de l'ANSEM nous a annoncé cette RTU, et c'est en termes de démocratie sanitaire un exemple tout à fait passionnant. Un point sur les 2 études, moi je participe à Bacloville, la vraie vie, c'est 10 à 15% des motifs de consultation en médecine générale sont liés à l'alcool. Et 90% des personnes touchées par un problème d'alcool sont suivies par un médecin traitant. C'est ça notre objectif. Bien sûr, réseau, centre de soins, service d'addictologie, médecine générale, il faut le faire. Mini-réseau de proximité, il faut le faire. Mais la plupart, l'écrasante majorité des patients, à terme, on espère, seront traités par des médecins, leurs propres médecins traitants, qui auront accès à la molécule et qu'il faudra bien sûr former et faire rentrer dans des dispositifs de pharmacovigilance.
Et dans Bacloville, on donne le choix, enfin moi personnellement, que ce soit Bacloville ou mes patients, mais la centaine de patients que je suis, à la personne entre est-ce que vous voulez atteindre l'indifférence ou est-ce que c'est l'abstinence? Quelle est votre idée par rapport à votre problème? Et il y a une discussion sur ça, parce que maintenant, bien heureux, on a le choix. Donc le RESAB, après avoir organisé la réunion du 3 juin, on a des responsabilités de formation et de pharmacovigilance. Alors on est en train de monter des programmes de formation, vous serez tous au courant, on pourra faire des formations avec les formateurs habituels du RESAB, Renaud de Bourpère, Philippe Jory, Pascal Gache, qui vont venir chez vous à votre demande faire ces formations. Et on a aussi une obligation de pharmacovigilance. Alors ça c'est moins clair, parce que les deux laboratoires qui sont soumis à cette obligation par l'agence, c'est-à-dire Novartis et Sanofi, n'en ont rien à fiche. Ce n'est pas leur problème. Quand on les interroge, eux, ce n'est pas l'alcool, c'est les neurosciences et d'autres problèmes. Ils sont obligés de le faire. Et ils sont en train de nous monter une espèce d'usine à gaz que l'on connaît. On sait très bien que la pharmacovigilance dans notre pays, la plupart des médecins libéraux n'entrent pas dans ce dispositif parce que c'est l'enfer, c'est plein de cahiers d'observation à remplir, c'est plein de coups de téléphone. Donc on va faire nous-mêmes notre pharmacovigilance à travers notre site et on invitera les prescripteurs de baclofen à remplir en lien avec le centre de pharmacovigilance de Grenoble qui en a la charge pour avancer très vite, que sinon, si on s'attend que les laboratoires qui ne mettent pas beaucoup d'argent là-dedans le fassent, on ne pourra pas le faire. Quant à la RTU, les premiers signes nous sont inquiétants parce qu'ils commencent à distinguer première intention, deuxième intention. Pourtant, M. Maranachi, dans la colloque du 3 juin, avait bien dit que baclofen, dans l'objectif de santé publique, pourrait être prescrit par tous les médecins. Or là, maintenant, il y a une sorte d'échelon qui s'établissent, et puis une limitation dans les doses. 120 mg, ça rime à rien. Ça rime à rien. Le but du traitement, c'est de monter la posologie jusqu'à l'indifférence. Et moi, j'ai des patients qui, dans l'étude Alpadir, arrivés à 180, sont sortis parce qu'ils voulaient monter. Hein, il n'y a pas d'effet majeur, il n'y a pas de posologie maximale par rapport à ça. Voilà, donc c'est un débat sur la vraie vie, les médecins, les patients, les forums des patients qui sont très importants. Merci. Merci Patrick. Un tout petit mot sur la RTU, mais d'autres seraient sûrement dans la salle mieux placés que moi pour en parler. D'après ce que j'ai pu en lire, elle est évidemment ouverte aux généralistes. Pour des patients en échec, alors sur les autres traitements, c'est une RTU prudente, jusqu'à 100 mg. Et à 100 mg, il faut un deuxième avis. On ne précise pas comment est fait le deuxième avis, et après on peut aller jusqu'à 200 mg. Je n'ai pas à défendre la NSM, mais je pense que c'est une position un peu prudente en attendant le résultat des deux effets. Alors peut-être que d'autres personnes en ont parlé, c'est très bien, en attendant le résultat des deux essais contrôlés. Ok. Oui. Une, deux. Allez-y, présentez-vous, c'est plus simple. Thierry Briand, Saint-Quentin. Merci. Je fais partie d'un protocole de prescription de recours en baclofen avec le professeur Cotensin à Lille, oui, qui jusqu'à présent nous conseillait de mentionner sur les prescriptions hors AMM non remboursables. Vous dites maintenant qu'il n'y a plus de risque à prescrire. Est-ce qu'on peut aussi s'engager vis-à-vis du remboursement de la sécurité sociale? Michel, effectivement, on me dit méfie-toi, méfie-toi. Je ne dis rien. Ce que je sais, c'est qu'un certain nombre de médecins ne précisent pas hors AMM et que la plupart des caisses de sécurité sociale acceptent de rembourser sans ticket. Maintenant, peut-être que ceux qui ont d'autres expériences... On a fait une enquête à la Société française d'alcoolologie auprès des alcoologues de cette association sur la prescription de baclofen. L'immense majorité, juste pour vous indiquer ce que font les autres, ne met pas hors AMM et très très peu mais non le NR, non remboursé. Après, je crois que c'est opposable, donc c'est chacun voit comment il fait. Hein. En bas ici, un instant. Patrick, s'il te plaît, je te redonnerai la parole après avoir entendu. Non, mais tu répondras. Allez-y. Bonjour, c'est Sibel Bilal. C'est très drôle, hein, ces débats, Monsieur O'Brien, vous allez me confirmer. Ça me rappelle énormément le débat aux États-Unis autour des années 75-80 sur les dosages de prescription méthadone. Souvenez-vous, ils prescrivaient 40 mg méthadone dans les Bronx. On a attendu toutes les études internationales que méthadone ne marchait pas. Jusqu'au temps qu'Henri Drucker et Jonathan Mann sont opposés, en France, on s'est mis en masse à prescrire Temgesic
haut dosage avec des patients à VIH. C'est exactement la même pagaille que nous vivons aujourd'hui, qu'il met sous condition de prescription baclofène à l'échec des traitements psychopédicaux, des trucs, etc., de centres spécialisés, qui ne représentent à peine 5% de patients alcooliques suivis dans les centres, parce que nous savons que 95% de ce public, soit ils ne sont jamais venus chez un centre d'alcoolologie avec une demande d'abstinence totale, soit ils sont venus quand on les fait une suivi, comme les problèmes de Temgesic, Subutex ou méthadone, non? Derrière eux, il y a 5, 6, 10 sevrages. On n'en parle pas qu'au hospitalier, craving à chaque sortie, coma éthylique alcool, sans parler gestion des risques de la vie quotidienne. Donc, il me semble, peut-être que des gens comme vous, M. Renaud, que vous suivez aussi, vous êtes venus nous joindre dans les mouvements de réduction des risques. Pas très tard non plus, hein. Je vous vois intervenir depuis 10-15 ans. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre comment vous pouvez vous accepter encore des essais sous condition, tout en sachant que cofacteurs de vulnérabilité antérieure, les degrés et la nature de consommation, le capital génétique, l'environnement social de capital consommation sont prédominants sur les facteurs de dosage, quels que soient les traitements. Comment des gens comme vous pouvez accepter encore une mesure administrative qui disent qu'il faut qu'il y ait un échec de traitement par avant? J'ai du mal à comprendre, je suis désolée, mais après 30 ans de bataille nationale et internationale. Merci. Derrière, toutes les façons... Voilà. Allez-y. Moi ? Oui, Nathalie Richard de la NSM. Juste deux précisions. Alors, comme le précisait effectivement le professeur Reynaud, la RTU est actuellement en cours de discussion. Ce qui a été mis en ligne et publié récemment, notamment par l'AFP, ce sont les discussions qui ont lieu à la commission de l'agence qui donc discutait de la RTU. Mais la RTU elle-même, les conditions de la RTU, que ce soit la posologie, que ce soit la mise en place du traitement, la RTU est actuellement discutée avec les deux laboratoires concernés. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, je voudrais juste rebondir par rapport aux obligations de pharmacovigilance. Rappeler que, effectivement, même si des choses sont mises en place, et j'ai bien entendu ce que disait M. Delasselle, il y a une obligation de déclaration des cas, des effets indésirables graves au niveau. Donc ça, c'est une obligation réglementaire, à la fois de la part des médecins, mais à la fois de la part des laboratoires. Et ça, cette obligation-là, personne ne peut y couper. Je vous dis, elle est réglementairement définie, et même si on a bien conscience qu'il y a une sous-notification énorme des déclarations des effets indésirables, cette déclaration, elle est obligatoire par les médecins et par les laboratoires. Et ça également, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place au niveau de la RTU. Merci. Peut-être, tu voulais dire un mot, Patrick ? Oui, juste sur l'assurance maladie, pour celui qui a posé la question. Oui. Il est prudent aujourd'hui de marquer hors nomenclature et non remboursé, parce qu'il y a des caisses qui réagissent à titre individuel. Il y a des médecins qui ont envoyé des documents, et vous savez que la procédure conventionnelle, c'est le remboursement, les amendes. C'est rare, parce qu'aujourd'hui, heureusement, c'est passé un petit peu dans les mœurs. Ok. Simplement, avant de donner la parole à Karl, puisque j'ai le micro, donc j'utilise. Il y a des obligations, il y a des règles qui s'imposent à nous tous, malgré nos opinions, pour l'enregistrement d'un médicament. Quand bien même, en effet, ça nous frustre, et je suis de ton avis, hein, puisque ça a été présenté tout à l'heure pour ce qui est environnement, génotypage, tout ça, on est obligé de rentrer par les cases administrativo-légales pour pouvoir, à un moment donné, avoir un médicament que l'AMM. Pour autant, ce que tu dis n'est pas récusé, je comprends bien. Jean-Pierre, un mot et on passe la parole à Karl. Très rapidement. D'abord, merci à Michel pour cet exposé que moi, vieux prescripteur de baclofène, j'ai trouvé complet, sincère et honnête sur la présentation de l'historique et l'état de la situation. Et la question que je veux poser, c'est que donc, fort de mon expérience maintenant, je suis dans les vieux prescripteurs, et je crois peut-être dans les recordements de posologie,
je n'ai pas souhaité donc suivre, je suis à peu près à une centaine de personnes alcooliques suivies. Je le fais dans le cadre de mon cabinet privé. Je n'ai pas souhaité que ce soit dans le centre que je dirige, étant donné l'incertitude réglementaire de telles prescriptions. Et donc, j'ai pu arriver à des posologies entre 500 et 600 mg. Et les deux recordman, un homme a pu, sous cette posologie, d'abord régler son problème d'alcool, mais je veux dire, ce n'était pas ça dont je voulais parler, c'est qu'il a pu reprendre son activité de joueur de golf à un niveau, avec un handicap de 11. Ceux qui connaissent le golf savent le niveau de concentration, d'adresse qu'il faut pour pouvoir jouer à 11. Et ce n'est pas un gag. Ma recordman, qui est une jeune femme, a pu reprendre son métier avec quasiment près de 600 mg de baclofène par jour, et les funambules dans un cirque. Avant, c'est une famille, donc, enfin, une lourde hérédité et de lourds antécédents alcooliques. Donc, c'est pas pour parler de ça, c'est simplement, je me dis que n'oublions pas, au moment donc, où les tricycliques sont arrivés, on a pu mettre à l'évidence des problèmes de biodisponibilité. Et que pour des traitements donnés de façon orale, la biodisponibilité, les taux plasmatiques peuvent varier de 1 à 15 pour les antidépresseurs. Donc je pense que ça serait quand même important d'avoir aussi des données de pharmacocinétique et de biodisponibilité en matière de baclofène oral. Voilà. Merci Jean-Pierre. Un tout petit mot, puisque d'abord merci Jean-Pierre. Un petit vraiment, parce que là... Très bref, mais effectivement, l'histoire commence, et lorsqu'on aura le produit mis sur le marché, je pense qu'il y aura d'autres travaux pour voir jusqu'où on peut aller. Combien de temps il faut le tenir? Est-ce que c'est un traitement de substitution? Est-ce que certains reprennent le contrôle? Est-ce que l'imagerie cérébrale peut nous aider à comprendre si certains reprennent le contrôle? Donc je pense que ça ne fait que commencer. Mais il fallait des essais, et madame, je comprends votre enthousiasme et parfois votre colère, mais notre rôle en tant qu'universitaire, c'est de faire des essais qui soient solides et de prouver un certain nombre de choses selon les pratiques internationales. Donc j'ai accepté, et j'en suis très fier, d'essayer. D'ailleurs, on avait commencé, je vous dis, en 2006, hein, bien avant que les médias ne s'en saisissent. J'ai accepté de faire un essai avec les contraintes des essais, avec les limites des essais. C'est pas la même chose que les limites mises par la NSM à la prescription, mais il est nécessaire d'avoir des essais selon les bonnes pratiques. C'est dans l'intérêt du médicament et des patients.